Oui, mes amis, bonjour, bonsoir. Nous allons passer une heure de vérité avec le président de l'Université Antilles-Guyane, tout jeune, mais il a fait tellement de choses que je pense qu'il a dû tricher quelque part sur son âge. Il est né en effet en 1971. Pascal Safache est maître de conférences habilité à diriger les recherches. Il est directeur associé au laboratoire Pierre Biro. Il est aussi directeur adjoint du centre, où il a été, en tous les cas, du centre Géode Caraïbes. Et sa thèse de doctorat, je vais lui donner la parole, mais il y a tellement de choses à dire, pour que l'émission ne soit pas trop nette, parce que c'est une longue liste de travaux et de mérites et de qualités, mais il faut le dire. Il faut le dire et je lui dirai après pourquoi je veux dire tout ce qu'il a fait. Sa thèse de doctorat, il a effectivement passé dans un laboratoire de biologie et sciences des sols de l'Institut de recherche pour le développement, ne me trompe pas. C'est bon l'Internet. C'est bien ça. Avec comme thématique la dynamique morphologique du littoral. Donc on va parler de toutes ces choses-là. Ensuite, il a passé son habilitation à diriger les recherches à notre stade universitaire pour être habilité, effectivement, comme ça le dit si bien, à diriger les recherches. Parce que maintenant, les enseignants sont des chercheurs, sont également des initiateurs professionnels. On va parler de tout ça, avec comme thème l'aménagement durable des littoraux des Petites Antilles. Mais je vous laisse parler maintenant. Alors, avant ça, il y avait le lycée, il y avait l'enfance, il y avait la famille, l'origine sociale. Alors, je vous donne la parole. Ben, écoutez, je vais me présenter le plus simplement. Je crois que Pascal Safache, j'ai 40 ans. Moi, je viens d'une famille, donc mon père était militaire, enfin gendarme. Donc, par ce biais, on a quand même pu voyager beaucoup. D'où le goût pour la géographie? Sûrement, je pense que, je n'ai pas établi de lien particulièrement fort entre les deux, mais je pense que c'est de là que vient mon goût pour la géographie, même si au départ, je ne me destinais absolument pas à être géographe. Enfin, moi, je voulais être médecin, et j'avoue que c'est encore un de mes regrets, c'est de n'avoir pas du tout eu le courage de faire des études de médecine. Oui, tout à fait. Donc ma mère était employée à la mairie du 7e arrondissement à Paris. Elle a travaillé à la préfecture de police de Paris pendant longtemps. Et puis elle a décidé de suivre mon père dans ses pérégrinations professionnelles et de ses nombreux déplacements. Donc elle a d'abord pris une disponibilité, puis ensuite a perdu son emploi, puisqu'elle a suivi mon père en Guyane française, en Nouvelle-Calédonie, enfin bon, et dans de nombreuses autres régions. Donc vous avez connu, à un âge de raison, vous avez connu la Nouvelle-Calédonie? J'étais relativement jeune quand j'ai connu la Nouvelle-Calédonie, enfin, on va dire la petite ou moyenne enfance, mais j'ai quand même des souvenirs très précis de la Nouvelle-Calédonie. Non seulement du territoire, de l'île, mais aussi d'un certain art de vivre et d'un rapport avec la population qui, malheureusement, me dit-on, n'est plus du tout le même, mais qui, à l'époque, était vraiment extraordinaire et où, à l'époque, il n'y avait pas justement ces affrontements entre différents phénotypes de population, que sont les Kanaks, les Caldoches, les Européens, etc. C'était une époque où, en tout cas, les tensions n'étaient pas aussi marquées, aussi vives. En tous les cas, ça ne vous apparaissait pas. Ça ne m'apparaissait pas. C'était idyllique. Tout à fait. Et puis? Voilà, et donc nous sommes revenus aux Antilles au moment où fin du collège pour moi et début du lycée. Une période qui a été quand même assez difficile parce qu'il a fallu s'adapter à la mentalité antillaise, ce qui n'est pas forcément évident quand on a vécu à l'extérieur pendant longtemps. Je sais que mes parents, et particulièrement ma mère, a eu du mal à s'adapter à cette mentalité antillaise, qui est une mentalité qui, elle n'est pas pire qu'ailleurs, je vous rassure, mais très différente dans le sens où on vit beaucoup pour les autres. Et on vit beaucoup à travers les autres. Alors que dans d'autres régions du monde, c'est vrai que le voisin est toujours là en appui. Il peut être
très sympathique et on peut avoir de très bonnes relations avec lui, mais je dirais, il n'est pas aussi présent dans le quotidien, il n'est pas aussi présent j'oserais dire, même dans le fonctionnement de la cellule familiale. Alors que c'est vrai que dans nos sociétés antillaises, il y a un mélange des genres, une sorte d'interpénétration. Le voisin, son regard est important, le regard que l'on va porter sur lui est tout aussi important aussi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui était relativement nouveau pour nous et qu'il a fallu véritablement appréhender. Et puis, il a fallu s'y faire. Et ça n'a pas été forcément simple, mais bon, on se fait à tout. Et puis... Est-ce que c'était apparent pour vos parents? Est-ce que dans les préceptes pédagogiques qu'ils vous donnaient, vous disiez tu t'occupes de toi, tu t'occupes de tes affaires, de ta vie? Mais c'est-à-dire Est-ce que c'était explicité ou bien ça restait? Non. En fait, c'est au fur et à mesure que j'ai bien compris ce qui se tramait, ce qui se passait, parce que parfois par des silences, parfois aussi par des petites phrases que je pouvais entendre ici ou là. Mais c'est vrai que la mentalité antillaise, tant qu'on n'a pas quitté l'île suffisamment longtemps, on ne prend pas conscience du poids du regard des autres. Quand je dis des autres, j'ai pris l'exemple du voisin, mais ça peut être le cousin, ça peut être la belle famille, ça peut bref, le collègue de travail. Le collègue de travail, tout à fait. Le monde, la société. La société. On est imprégné de la société. On est entièrement d'accord. Et donc, au retour donc, de ces périodes où nous avons vécu à l'étranger, c'est vrai que ça a été relativement difficile. Et puis, ça a été la période donc, du lycée qui, pour moi, s'est faite à la MEP. Parce que ayant quand même beaucoup voyagé, il était relativement difficile d'intégrer, je dirais, une filière classique dans la mesure où j'ai eu une scolarité, en tout cas dans la petite enfance et la moyenne enfance, au début de l'adolescence, qui a été particulièrement perturbée, puisque tous les 2 ans, on changeait de territoire. Vous n'êtes pas fait à ça, à cette époque? C'est très difficile de s'y faire et c'est très difficile d'avoir une scolarité, je dirais, vraiment classique. Donc, j'ai été scolarisé à la MEP. Et ça, vous êtes une extraordinaire publicité pour mon ami Jean-Louis Fonsa. Écoutez, je ne sais pas si je suis une publicité pour lui, mais en tout cas... Il ne vous utilise pas assez. Il ne m'utilise pas du tout, même. mais je garde un très, très bon souvenir de ces 3 années passées à la MEP, seconde, première et terminale, vraiment. Donc, j'ai passé mon bac à la MEP, et je l'ai eu donc à la MEP. Et j'ai vraiment un très, très, très bon souvenir de cette période, parce que ça a été une période à la fois où j'ai vraiment découvert des personnes humainement très, très sympathique et intéressante. Vous parlez du corps pédagogique. Du corps pédagogique, oui, bien sûr, vraiment un corps pédagogique extraordinaire. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'à l'époque, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné à la MEP, mais il y avait un vrai militantisme politique, mais un militantisme politique sain, c'est-à-dire qu'on débattait d'idées. Il n'y avait pas de parti. Voilà, il n'y avait pas de parti, on n'était pas pour ou contre. Il y avait des idées qui étaient, à la MEP, essentiellement des idées, on va dire, plutôt gauchisantes. Alors, on était d'accord, on n'était pas progressistes. On était d'accord, on n'était pas d'accord, mais au moins, il y avait des débats. Et c'est ce qui, m'a vraiment passionné à la MEP, c'est qu'entre étudiants, on était en seconde, on était en première, on était en terminale, mais à la récréation, lors des quelques moments de libre que nous avions, on débattait toujours. Et c'est ça que vous avez fait découvrir la Martinique. C'est là que vous avez découvert réellement la Martinique. C'est ce qui m'a en partie fait véritablement comprendre ce qu'était la Martinique, quels étaient les grands enjeux de nos sociétés. Et j'avoue que c'est vraiment, ces 3 années ont été vraiment formateurs et j'ai presque envie de dire fondateurs pour moi. Ouais. Du coup, je perds le fil lorsque je suis en train de réfléchir à ce que vous me dites, une école qui est faite pour les élèves en difficulté. C'est trouvé être un endroit qui recelait un lieu de débat, d'ouverture. Une école qui était faite en effet pour des élèves en difficulté, mais nombre de mes camarades, en tout cas à l'époque, alors une fois de plus, je ne veux pas faire de comparaison par rapport à ceux qui existent actuellement, mais nombre de mes camarades ont fait des carrières, je trouve, très, très brillantes. J'ai des camarades qui sont cadres dans toutes sortes de sociétés privées ou publiques et qui ont vraiment très très bien réussi en étant passés à la MEP. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, alors par contre il faut le dire, la MEP avait cette image une sorte d'un peu d'établissement rebut où on mettait véritablement ceux qui, ma foi, n'avaient guère de chance ou d'opportunité de réussir. Mais ceci dit, lorsque j'ai passé mon bac en 90, dans la filière qui était la mienne, c'est-à-dire le baccalauréat B, qui s'appelle maintenant baccalauréat ES, économique et social, nous avions quand même un taux de réussite quand même relativement élevé. On ne pense plus comme ça maintenant, parce qu'après avoir cantonné pendant plusieurs décennies, la MEP maintenant est considérée au rang d'école privée de qualité. D'accord, très bien. Très bien. Eh bien, alors, grâce à la MEP, grâce à Jean-Louis Fonsa, grâce à vos études et à vos voyages,
Vous êtes à l'heure actuelle, vous avez été lauréat de plusieurs prix scientifiques. Je ne touche pas trop à votre humilité en les lisant. Prix du développement local en 1998, prix de la ville de Schœlcher, premier prix La Recherche s'affiche en 2000, une bourse de recherche de la Fondation Singer-Polignac en 2000, prix local, le prix TOYP, TOYP de la Jeune Chambre économique de la Martinique. C'était en 2008 ou en 2005? Il y a une confusion sur les différents. Alors en fait, c'est un prix que j'ai eu à deux reprises. J'ai eu en 2005 le prix TOYP national et en 2008 le prix TOYP mondial. Que l'on dit être une sorte de petit prix Nobel. Oui, tout à fait. En fait, pour la jeunesse. Oui, c'est. Et c'était pourquoi? C'était pour quel En fait, c'est pour l'ensemble de mes travaux sur l'environnement. En fait, et c'est un prix que j'ai reçu à New Delhi en Inde. En fait, c'est un prix qui récompense. Alors, le TOYP, c'est le 10 Outstanding Young People, c'est-à-dire les 10 jeunes les plus méritants de la planète. Ouais. Et à New Delhi, donc, la Jeune Chambre économique mondiale avait réuni les 10 jeunes, donc on entend par jeunes les moins de 40 ans, qui dans leur domaine, donc il y a 10 catégories, hein, médecine, sciences politiques, environnement, droit, etc. Donc il y a 10 catégories. Les 10 jeunes qui, il y a aussi une catégorie musique, etc. Donc les 10 jeunes qui dans leur catégorie ont été on va dire un peu les pionniers ou les fers de lance, voilà, à l'échelle mondiale. Et donc en 2008, j'ai eu la chance de recevoir ce prix. Et c'est ce prix-là de 2008 qui vous a le plus glorifié, en fait, qui vous a le plus marqué. Mais c'est un prix qui m'a vraiment marqué parce que c'est vrai que recevoir une reconnaissance internationale à 38 ans, 38-39 ans, c'est frappant. D'ailleurs, j'avais 37 ans, j'avais pas 38 ans. À 37 ans, c'est frappant. Et puis, ça a été un long voyage pour y aller. Puis, c'était bon, je connaissais pas du tout l'Inde. Et j'avoue que c'était merveilleux. T'as l'émotion en même temps. En tous les cas, tout ça vous laisse quand même le temps d'écrire. C'est parce que vous avez écrit tout ça que vous avez eu ces prix. Je vais citer le littoral martiniquais, milieu dynamique et gestion des risques en 2000. Dictionnaire simplifié de géographie physique, 2001. J'insiste sur physique parce qu'on verra après pourquoi. Le cul-de-sac du marin, Martinique, élément pour une gestion et un aménagement raisonné, en 2001. Dictionnaire simplifié de géographie humaine, en 2002. Oui. Physique et maintenant humaine. Les rivières de la Martinique. Caractéristiques physiques et propositions d'aménagement en 2002, et également un dictionnaire simplifié d'aménagement en 2002. Je continue, je vais tout vous dire. Mondes insulaires tropicaux en 2008, géopolitique, économie et développement durable. Études caribéennes, ça c'est la maison des éditions Études caribéennes en 2008, le tourisme dans les îles et littoraux tropicaux et subtropicaux. Usage des lieux et enjeux du développement, édition Publibook. Vous prenez combien de temps pour écrire un bouquin? Ben écoutez, alors déjà ça fait quelque temps que j'ai pas écrit d'ouvrage parce que parce que vous avez l'université à Boulois. Non, à l'époque ça dépendait en fait, ça dépend de plein de facteurs. Il n'y a pas, si vous voulez, de modèle prédéfini. Un ouvrage peut être écrit en une année, comme il peut être écrit en 6 mois. Tout dépend ou parfois on commence un ouvrage, on l'arrête et on le reprend quelques mois après. Il y a vraiment aucun. Et est-ce qu'en écrivant ces ouvrages qui sont formidablement je ne sais pas si le mot est juste, mais propédeutique, pour agir sur la réalité. Est-ce que vous aviez le désir d'être écouté par les décideurs? Mais l'objectif de ces ouvrages, en fait, si vous voulez, moi je ne suis pas du tout un romancier, je n'écris pas des histoires, je ne raconte pas des contes, je ne suis pas dans l'imaginaire, je suis vraiment dans la réalité, hein, dans le pragmatisme. L'objectif était surtout de dire aux populations locales, bon, voilà, nous avons une problématique, donc présenter la problématique, l'analyser et ensuite essayer de trouver des solutions et proposer des solutions. Ça a toujours été mon but, c'est de proposer des solutions aux décideurs, bien évidemment, parce que tous ces ouvrages s'adressent, bon, certes, à un public scientifique, s'adressent aussi, je dirais, à ceux qui veulent bien prendre le temps de les lire, mais particulièrement aux décideurs. Est-ce qu'ils les lisent ? À mon sens, pas suffisamment, puisqu'on s'aperçoit malheureusement qu'il y a un certain nombre de problèmes d'aménagement dans nos territoires, un certain nombre de problèmes de gestion de nos territoires qui finiront par poser problème, parce que
Je vais prendre juste un exemple. En 2004, j'ai été l'un des premiers à attirer l'attention de la population sur les risques de tsunami. Alors à l'époque, quand en 2004 je parlais de risque de tsunami aux Antilles, on me riait un peu au nez. J'ai donné d'ailleurs à l'époque, je me souviens entre 2004 et 2008, j'ai dû donner une vingtaine de conférences sur les tsunamis un peu partout dans l'île. Et c'est vrai qu'on me faisait passer pour un doux rêveur. Les tsunamis, ça n'arrivera jamais. Et je crois que ce qui s'est passé récemment au Japon, ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est, ce qui se passe un peu à Hawaï, un peu partout régulièrement, ça devrait quand même nous interpeller. Alors, vous ne l'avez pas cité, mais enfin, depuis, j'ai quand même publié un certain nombre d'autres ouvrages, dont un consacré au raz-de-marée et autres phénomènes, je dirais, holographiques qui ont affecté les petites Antilles. Et donc, j'ai fait un recensement précis, je dirais, des tsunamis qui ont affecté les Antilles. Et on s'aperçoit que ces 400 dernières années, les Antilles, de façon globale, ont été affectées par au moins une cinquantaine de tsunamis. Et que la Martinique, en tant que telle, a été affectée. Le dernier tsunami, je dirais, quand même d'ampleur, qui a affecté la Martinique, c'était en 1939, donc ce n'est pas si vieux que ça. Et tsunami qui avait quand même causé des dégâts très importants dans toute la partie sud de l'île, particulièrement dans la commune du Diamant. Donc, si vous voulez, la mémoire collective n'a pas retenu tous ces éléments. Et c'est très dommage d'ailleurs, parce que celui qui ne se souvient pas des erreurs du passé est amené à les revivre fondamentalement. Et je crains que, malheureusement, que nos décideurs, ceux qui sont censés, je dirais, conduire nos populations, s'ils n'ont pas conscience de ces réalités, parce qu'ils n'ont pas eu la bonne information à un moment ou à un autre, sont amenés à prendre des décisions qui ne sont pas forcément idoines, et cela pourrait avoir à terme des conséquences nocives. Les anciens m'ont toujours dit que les maisons que l'on voit au Diamant avaient chacune, comme jardin, au moins une cinquantaine de, une cinquantaine de mètres jusqu'à la plage. Mais la situation est exactement la même sur la côte nord Caraïbe, quand vous allez du Carbet au Prêcheur, où non seulement on peut le voir sur des cartes anciennes, mais quand j'ai eu l'occasion, dans le cadre que ce soit de ma thèse ou d'études que j'ai faites juste après, quand on discute avec la population, nombre de personnes me disent ou me disaient, écoutez, vous voyez ma maison, elle est là, elle est à 20 mètres de la zone de déferlement. Il y a 50 ans ou il y a 40 ans, ma maison était à 200 mètres du rivage. Donc, il y a un processus d'érosion qui est véritablement en cours et que j'avais d'ailleurs cartographié dans ma thèse de doctorat. Ça a été l'un des chapitres de ma thèse, c'était la cartographie précise des zones d'érosion du littoral martiniquais. Et ce processus, donc non seulement je l'ai décrit, mais je l'ai analysé, c'est-à-dire j'ai défini les critères, j'ai expliqué les critères qui, à mon sens, sous-tendent cette érosion. Mais l'île est en train de se rapetisser et c'est d'autant plus gênant que notre île, dans notre région, il y a ce que l'on appelle une forte littoralisation des activités. Je veux dire par là que l'essentiel de nos activités, qu'elles soient économiques ou autres, sont côtières. Elles sont essentiellement côtières, puisque l'intérieur des terres est montagneux, donc très difficilement occupable par l'homme. Donc l'essentiel de notre activité se localise en bordure côtière. Brièvement, quelles seraient les solutions pas pour arrêter, mais pour tenter Les solutions pour pallier le phénomène, il y en a quelques-unes. Premièrement, c'est de prendre conscience du phénomène. Déjà, ne pas le nier, comme ça a été le cas pendant longtemps, en se disant « mais non, ça n'existe pas, ce sont des écologistes qui racontent ça ». Non, non, le phénomène est bien réel et ça, c'est déjà la première chose. La deuxième solution, ce serait de prendre conscience que ces phénomènes résultent, je dirais, d'effets en chaîne. Je m'explique. Quand par exemple, on prélève du sable dans les rivières, or on sait qu'il est nocif de le faire, il faut cesser les prélèvements de sable dans les rivières. Alors, vous me direz, mais quel est le lien entre le sable que l'on prélève dans les rivières et l'érosion côtière? Un lien qui est évident. Quand vous prélevez du sable dans la rivière, le sable de la rivière est censé normalement être transporté par la rivière en direction de la mer. Et ce sable qui est rejeté en mer est après rejeté par la mer sur le littoral. Et donc, ça permet le rechargement des plages. Donc, si vous prélevez le sable en amont, fondamentalement, vous ne l'aurez pas en aval. Donc, ça, c'est un facteur. Deuxième facteur, c'est le fait de cesser de construire des maisons sur le littoral. Alors ça, on le répète tout le temps, les maisons les pieds dans l'eau, respecter le domaine public maritime, la zone des 50 pas géométriques, on le répète tout le temps, mais malheureusement, on continue à construire, légalement ou illégalement, de nombreuses maisons ou infrastructures en zone côtière. Et quel en est l'impact? C'est qu'à partir du moment
ce qu'il faut savoir, c'est que la zone côtière, c'est ce qu'on appelle un milieu labile, un milieu qui bouge en permanence. Et c'est son fonctionnement, le fonctionnement, je dirais, naturel et écologique d'un littoral, il est amené à bouger. Donc il y a aujourd'hui des apports de sable, demain il y aura un retrait qui sera suivi par un nouvel apport. C'est une dynamique normale. Quand vous figez un littoral parce que vous le bétonnez, fondamentalement vous ôtez au littoral son caractère labile, son caractère mouvant. Et donc, vous perturbez ce fonctionnement et donc vous accentuez l'érosion. Et puis, il y a des aménagements aussi qui ont été réalisés qui sont inadaptés. Par exemple, quand vous avez ce qu'on appelle les murs poids verticaux, qui sont en fait des murs en béton que l'on a placés sur le littoral pour éviter l'érosion. En fait, on s'est rendu compte que ces murs, le plus souvent, accentuent plus l'érosion qu'ils ne la limitent. Donc, si vous voulez, s'il ne fallait traiter que de l'érosion côtière, c'est un processus qui fait appel à divers facteurs et il faudrait véritablement que tous ces facteurs soient pris en compte si l'on veut véritablement gérer convenablement nos territoires. Alors, je ne suis pas en train de dire que nos territoires ne sont pas gérés. Je dis simplement que souvent, et c'est ce que j'avais démontré dans ma thèse de doctorat, c'est que l'on applique des modèles qui sont des modèles européens, donc qui ont été calibrés, façonnés, pensés pour des régions européennes et on l'applique à des territoires micro-insulaires tropicaux. Donc il y a un décalage fondamentalement entre ces modèles et notre réalité et donc c'est ce qui explique que les méthodologies que nous utilisons ne sont pas appliquées à la réalité de nos territoires. Et quand vous, à défaut de lire vos ouvrages, quand vous parlez aux décideurs, est-ce qu'ils vous écoutent avec un peu d'intérêt? Oui, non. Moi, je n'ai pas, si vous voulez, les décideurs, maintenant, bon, je commence à être un petit peu connu. Donc, quand je suis en contact avec des maires ou avec des conseillers généraux, régionaux, etc., ou un certain nombre de responsables des services de l'État, ils m'écoutent. Là n'est pas le problème. Le gap, si vous voulez, se situe. Le fait d'être écouté est une chose. Le fait d'être écouté et que l'information qui est donnée soit appliquée en est une autre. Voilà, c'est là le gap. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Donc, le gap, il est là. C'est-à-dire que l'information, le plus souvent, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas été mise à la portée de ceux qui décident. Maintenant, encore faut-il que cette information soit traduite dans les faits. Mais je crois, et juste pour terminer sur ce point, je crois en réalité que les traditions ont la dent dure. Et traditionnellement, on ne fait ou on aime faire que ce que l'on a l'habitude de faire, parce que c'est beaucoup plus simple. Et donc, je crains malheureusement que l'on continue encore pendant quelques années à pratiquer utiliser des techniques qui ne sont pas particulièrement idoines pour nos territoires. Et pourtant, votre participation à deux conseils scientifiques, celui de la Maison de la Mer, la Maison des Volcans, devrait vous permettre d'instiller tout doucement. Oui, mais une fois de plus, si vous voulez, je reste relativement optimiste dans la mesure où, bien que le temps quand même nous est compté, mais je reste relativement optimiste dans la mesure où je me dis que depuis une trentaine d'années, une vingtaine d'années, on va dire, il y a quand même eu d'énormes avancées. L'environnement est pris en compte, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Et là, je ne me focalise pas seulement sur la frange côtière, je parle de la gestion environnementale de façon globale. On ne peut pas dire que dans nos territoires, il n'y ait pas eu d'évolution à ce niveau. Bien au contraire, il y a eu des évolutions énormes et qui ne sont d'ailleurs pas liées à mes travaux, mais c'est l'air du temps. Voilà, c'est dans l'air du temps et puis on prend progressivement conscience qu'il faut respecter un peu plus le milieu, etc. Bon, néanmoins, en dépit de ce constat qui est un constat positif, on pourrait, à mon avis, aller encore un peu plus loin. Encore plus loin. Compte tenu de l'imminence des problèmes. Voilà, tout à fait. Et compte tenu de l'imminence des problèmes et compte tenu de la petitesse du territoire. Vous êtes membre de plusieurs conseils d'administration, la Société française d'écologie, l'Union des océanographes de France, le Parc naturel régional de la Martinique, toujours. Je ne suis plus membre du conseil d'administration, du conseil scientifique du Parc national. Vous n'avez plus le temps. Vous êtes représentant de l'Institut océanographique Paul Ricard, on l'a dit tout à l'heure, et vous êtes représentant à la Martinique, représentant de la Martinique à la conférence des centres de culture scientifique, technique et industrielle de France. Ça consiste à quoi faire, ça? En fait, ça c'est de la vulgarisation scientifique. L'objectif, c'est d'apporter, de concevoir des projets de vulgarisation, l'objectif étant de mettre à la disposition particulièrement des plus jeunes l'information scientifique. Parce que ce à quoi nous croyons, c'est au fait que si l'on veut véritablement demain avoir une relève de jeunes qui sont convenablement formés, qui prennent conscience que
de nombreuses problématiques peuvent être réglées avec une bonne formation et une bonne formation scientifique, entre autres, mais pas que scientifique, mais aussi scientifique, il est important, dès le plus jeune âge, de les sensibiliser à cela, et non pas en leur disant mets-toi devant prends un livre et étudie. Non, pas seulement. Je crois qu'il faut certes étudier, mais il faut aussi de façon ludique apprendre. C'est-à-dire comprendre comment fonctionne un volcan, à l'aide de maquettes, à l'aide d'un certain nombre d'effets spéciaux, comprendre comment fonctionne un torrent, comprendre comment fonctionne l'érosion côtière, et tout ceci par le biais d'expositions, par le biais de maquettes, par le biais de petits films pédagogiques qui seraient réalisés. Et donc la culture scientifique, c'est cela, et moi je crois beaucoup à la vulgarisation, si vous voulez, et je tiens à préciser que la vulgarisation est très mal vue chez les scientifiques. Hein. Oui. Quand on est un scientifique digne de ce nom et qu'on on ne veut surtout pas se mélanger, je dirais, entre guillemets, au petit peuple qui lui pratique la vulgarisation scientifique, et on reste dans l'autre sphère. Moi, je crois fondamentalement que le bon scientifique, c'est celui qui pratique la vulgarisation. Ce qui explique votre émission du dimanche sur entre autres, entre autres. Chaque dimanche, le temps de le faire. Je me suis dit, voilà, militant comme moi, celui-là, quand je devais préparer l'émission avec vous. Je crois fondamentalement que le bon scientifique, le vrai, peut-être pas le bon, mais le vrai scientifique, c'est celui qui n'a absolument pas peur de partager son savoir et pas peur d'expliquer des choses complexes, je dirais, au plus grand nombre, de façon à inciter les uns et les autres à prendre conscience de certaines réalités. La science ne doit pas être une chose qui doit être une chapelle qui doit être privée. Un scientifique qui analysait vos travaux disait que vous avez d'abord étudié la dynamique des rivières, c'est ça? Vous avez commencé par ça? Oui, tout à fait. Ensuite, la dynamique géomorphologique du littoral martiniquais, comme vous me l'avez expliqué. Et puis qu'au fur et à mesure, vous êtes élargi à l'aménagement des espaces côtiers insulaires intertropicaux, c'est bien ça, et que vos dernières publications traitent de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion, et je n'ai pas vu le titre du bouquin, et de la Polynésie française. C'est en cours, mais ça va... non, ce sont des articles qui ont déjà été publiés il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'essaye d'ouvrir le champ d'investigation et ne pas se focaliser uniquement sur les Antilles et la Caraïbe, bien que ce soit vraiment, j'oserais dire familièrement que c'est mon fonds de commerce, puisque ce sont des territoires que j'apprécie beaucoup, et puis il y a encore beaucoup à faire sur ces territoires. Mais de temps en temps, je fais de petites incursions sur des territoires un petit peu plus éloignés, de façon à faire des comparaisons et à voir si les modèles que l'on évoque ici ou les modalités de fonctionnement sont les mêmes ailleurs. On s'aperçoit de façon générale que, quel que soit le lieu où l'on est, les dynamiques sont les mêmes. Les populations diffèrent, les quantités, les volumes, comment dirais-je, en termes de quantification, les chiffres changent, mais les dynamiques restent les mêmes. Les principes restent Alors, les mêmes. il est dit que loin de constituer un handicap, votre formation pluridisciplinaire vous permet d'appréhender l'aménagement non pas en tant que science humaine, mais comme une vraie science de la nature. Parce que vous pensez que pour aménager l'espace, il faut obligatoirement connaître les modalités de fonctionnement. Expliquez-moi ça, parce que je l'ai lu un peu dans le brouillard. Moi, je crois fondamentalement que, en fait, il y a deux formations. Il y a la formation d'aménageur et il y a parallèlement, je dirais, les formations scientifiques classiques. Moi, j'essaye de pratiquer un aménagement qui est un aménagement qui se focalise non pas sur la compréhension des textes juridiques, parce que vous avez des aménageurs qui sont de véritables juristes, qui connaissent le code de l'environnement sur le bout des doigts. Voilà, exactement. Exact. Ça, ce sont les aménageurs purs et durs. Ce sont même d'ailleurs le plus souvent des aménageurs urbanistes. Moi, je ne suis pas du tout dans cette mouvance. Moi, je suis un aménageur, je dirais, des espaces naturels. Et c'est vrai que ma thèse a été faite dans un laboratoire de biologie et j'essaye, avec une vraie connaissance physique du terrain, le terrain, je l'ai pratiqué, je l'ai touché. Nous avons une relation, j'ai presque envie de dire, presque charnelle, le terrain et moi, puisque c'est ce qui est intéressant pour comprendre un milieu, il faut, à mon avis, le pratiquer véritablement. Et donc, moi, j'essaye d'aménager le terrain en ayant une vraie connaissance physique et intrinsèque du terrain, mais pas en me focalisant sur des textes de loi. Et ça vient... Les textes de loi, on peut toujours les apprendre et on peut toujours après les appliquer. Mais c'est véritable. D'abord connaître le terrain, comprendre ses modalités de fonctionnement et voir quelle est la meilleure façon ou quel est le meilleur texte qui pourra être appliqué en fonction de la problématique qui est la nôtre. Or, ce qui m'apparaît, c'est que trop souvent, certains aménageurs, mais qui viennent, je dirais, de l'urbanisme, n'ont pas une connaissance très fine du terrain.
parce qu'ils n'ont pas justement étudié le terrain sous l'angle physique. Donc c'est peut-être ce qui explique parfois les petites distorsions qu'il peut y avoir, parce que ces personnes se contentent simplement d'appliquer des textes de loi, mais sans connaître véritablement la réalité du terrain. Or moi, je connais sûrement moins bien les textes de loi qu'eux, mais j'ai le sentiment d'avoir une connaissance assez fine du fonctionnement des territoires, et c'est en ce sens qu'il m'est peut-être plus simple de me dire telle loi fonctionnera sur tel territoire et pas tel autre, car je sais comment fonctionne le territoire. Vous avez été distingué par le Who's Who in the World 2007. Ça a fait pour un jeune d'une trentaine d'années, ça va faire 35-36 ans, ça va faire. Ça fait un peu bizarre, oui, c'est sûr, mais c'est aussi agréable. Il y a un côté, si vous voulez, se dire qu'on est dans le Who's Who, oui, ça se mérite aussi, il faut continuer. Ça se mérite, c'est sûr. Et en l'an 2000, vous avez eu la médaille d'argent, Outstanding Intellectuals, les intellectuels les plus prééminents, du moins, sur le terrain de la géographie, de la Geography and Physical Planning, la planification la physique, géographie et l'aménagement du territoire. Voilà ce que ça veut dire. Vous avez ensuite eu la médaille d'or pour les grands cerveaux du 21e siècle de l'American Biographical Institute. Ça veut dire que vous écrivez en anglais aussi, non? Ouais, j'ai quelques publications en anglais, mais honnêtement, ce sont pas les plus. Il y a quelques articles seulement. Et puis le Who's Who en sciences et engineering, la 10e édition en 2008. Et puis, on a déjà parlé du TEUP mondial en 2008. Alors maintenant, on arrive au gros morceau actuel et contemporain, c'est la présidence de l'Université des Antilles et de la Guyane. Alors, vous avez été élu en janvier 2009. Rappelez-nous l'âge que vous aviez en 2009. En 2009, j'avais donc 38 ans. Ça fait quand même étrange, un président d'université à 38 ans. Ça fait, oui. En fait, je n'avais même pas encore 38 ans. J'allais avoir 38 ans. Oui, c'est ce qui fait que j'ai été le plus jeune président d'université. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs, hein, puisque il y a un président d'université qui a été élu il y a quelques mois, mais qui a 18 mois de plus que moi. Donc, je suis toujours le plus jeune président d'université. C'est vrai que ça fait bizarre. Et quand on va à la CPU, la conférence des présidents d'université à Paris, il y a deux comportements. Les collègues présidents d'université ont un double comportement. Soit ceux qui sont très curieux de voir quel est le jeuneau qui intègre la conférence et donc qui viennent saluer et discuter pour un peu jauger l'individu. Et puis ceux qui estiment que je n'ai rien à y faire parce que je suis trop jeune et qui me snobent allègrement. Mais ça ne me gêne absolument pas. De toute façon, vous le saviez au présentant que vous avez eu. Et est-ce que vous aviez à cette époque présenté un programme précis? Oui, le programme. Et est-ce que c'est le programme que vous avez mis en œuvre depuis? Oui, c'est le programme que j'ai mis en œuvre, en tout cas que j'ai tenté de mettre en œuvre, parce que entre le programme que l'on développe et celui que l'on met en œuvre, il y a toujours des fois des distorsions, parce que tout n'est pas évident. La réalité s'impose à nous, mais c'est bien le programme que j'ai mis en œuvre et qui consistait à... Et ce faisant, je vais employer une formule, mais qui pourra peut-être être mal interprétée par ceux qui vont l'entendre, mais ça n'a rien de péjoratif pour ceux qui m'ont précédé. Mais l'objectif, c'était de remettre l'université sur les rails. Parce que c'est vrai qu'en 2008, l'université a connu une phase d'arrêt. Lorsque mon prédécesseur n'a pas été renouvelé dans ses fonctions par le conseil d'administration. Et pendant plusieurs mois, l'université a été vraiment bloquée, arrêtée. Aucun dossier ne passait. Et l'objectif de mon programme, c'était de redonner à l'université, non seulement de la remettre, la refaire fonctionner normalement, mais c'était surtout de lui redonner ses lettres de noblesse. Faire de l'université une institution de premier plan, de façon à ce que lorsque l'on parle de l'UAG, on n'en parle pas avec dégoût ou dédain, mais qu'on soit fier de l'établissement que l'on a. Alors, ai-je réussi? C'est pas moi à le dire. Non, je vais vous interrompre. La MCE Award, qui est un événement qui récompense les établissements d'enseignement supérieur à partir d'une analyse de leur réalisation récente. C'est quand même une concrétisation de votre réussite, ça. C'est une quelque part. Alors, c'est vrai que le MC Award que nous avons obtenu récemment, puisque c'était au mois de mars, oui, récompense en tout cas certaines actions que nous avons initiées et entre autres tout ce que l'on a fait avec les entreprises. Parce que ça a été l'un des gros volets de ma présidence, ça a été on va dire de déconstruire l'image de l'université comme une sorte de tour d'ivoire et de faire entrer
le monde du privé à l'université. Faire comprendre à nos étudiants, mais faire comprendre aussi à nos collègues que l'université ne devait pas être une sorte de temple ou une sorte de bunker, mais qu'à l'université, un peu comme dans les modèles anglo-saxons, il fallait que les chefs d'entreprise viennent, il fallait que nos étudiants aillent dans les entreprises. Et donc, ce que nous avons fait, c'est qu'avec la petite équipe qu'il y a autour de moi, et particulièrement Mme Mancé-Caster, qui est la vice-présidente du Conseil des études et de la vie universitaire, que vous avez précédé, ça fait quelques mois ici. Tout à fait. Nous avons en fait mis en place une nouvelle offre de formation pédagogique dans laquelle les chefs d'entreprise interviennent. Nous avons de plus en plus de chefs d'entreprise qui interviennent dans nos formations, donc qui font cours. C'est-à-dire comme ça, l'étudiant n'est absolument pas, je dirais, choqué ensuite, lorsqu'il va chercher du travail, de retrouver son ancien enseignant, mais comme chef d'entreprise. Alors justement, vous avez dit en quelque part, je ne fais pas de secret, à Mike Iras, qui est mon collaborateur par ailleurs antillais, que j'ai plusieurs casquettes, comme vous le savez, vous avez expliqué que vous pouviez choisir la fondation, comme système, on met de l'argent et puis c'est tout, et puis pendant quelques années, ou un autre système qui consisterait à avoir des partenariats limités, quoi, un partenaire pour une opération, et que vous avez choisi une solution plus intégrée, c'est celle qu'on venait de décrire. C'est-à-dire que nous avons en fait choisi plusieurs formules en même temps. Nous avons une fondation avec le groupe GBH et une fondation qui se porte relativement bien, mais parallèlement, parce que nous n'avons pas voulu, je dirais, nous focaliser uniquement sur cette fondation, bien qu'elle ait donné de la visibilité à notre établissement et puis qu'elle permette aussi aux étudiants de bénéficier d'un certain nombre d'avantages certains. Mais à côté de cette fondation, nous avons mis en place, donc, comme je vous le disais, ces nouvelles formations pédagogiques avec donc, des chefs d'entreprise qui interviennent directement dans nos formations et régulièrement. Deuxièmement, nous avons mis en place un système qui permet à nos étudiants de plus en plus de faire des stages. C'est-à-dire que en première année, ce sont des stages non obligatoires, mais on a de plus en plus d'étudiants qui remplissent des formulaires de stages non obligatoires pour, dès la première année, passer une semaine dans une entreprise ou dans une collectivité. Et dès la troisième année, les stages deviennent obligatoires. Et donc, de troisième année, quatrième année et encore plus cinquième année, bien évidemment, et les stages sont de plus en plus longs, puisqu'en cinquième année, ce sont quand même des stages de plus de 4 mois. Alors qu'en troisième année, ce sont des stages d'1 mois. Mais l'objectif, quelle que soit la durée du stage, l'objectif, c'est l'immersion de nos étudiants dans les entreprises et particulièrement les entreprises privées. Parce que pendant trop longtemps, même si ça répondait à une logique historique, hein, l'objectif n'est pas du tout de nier la réalité, mais pendant longtemps, nos étudiants avaient pour seul et unique objectif et débouché le fonctionnariat. C'est-à-dire qu'on allait à l'université pour devenir enseignant, pour passer des concours administratifs. Et puis bon, on sait très bien que c'est bloqué. Voilà, c'est bloqué. Et cette voie, on a quelques étudiants qui deviendront enseignants, qui réussiront à des concours, mais sans plus. Et donc notre objectif, c'est de dire à nos étudiants, vous avez une voie alternative qui est le monde du privé, qu'il ne faut surtout pas nier ou, comment dirais-je, ou mettre de côté. Et au contraire, allez-y. Faites des stages. Même si ce privé connaît des difficultés avec même si ce privé connaît des difficultés, mais même les entreprises publiques connaissent des difficultés. Ouais. Donc, de toute façon, quitte à connaître des difficultés, autant que l'étudiant soit aguerri à certaines pratiques et réalités, et ça lui donnera d'autant plus de chances de réussir. Et donc, c'est la raison pour laquelle nos étudiants effectuent des stages et comme ils sont en contact régulier avec ces chefs d'entreprise, ils sont amenés à réussir. Mais vous avez dit, c'est paradoxal ce que vous dites, que les étudiants jouent tellement le jeu maintenant qu'à finalement, ils aiment bien le privé parce qu'il s'agit pour eux d'accéder à un emploi sans concours, sans difficulté. Alors, est-ce que c'est pas paradoxal ce que le fait naître là? Ça peut paraître paradoxal, mais en même temps, pour nous, l'objectif, si vous voulez, c'est véritablement de les faire travailler, c'est de les insérer professionnellement. Parce qu'au-delà, le diplôme, c'est bien beau. Moi, j'avoue que quand j'amène un étudiant au master et qu'il obtient son master, je suis content. Mais je le suis encore plus quand il revient me voir 2 ans après et qu'il me dit, vous savez, je suis cadre dans telle entreprise ou je suis technicien dans telle entreprise. Moi, je suis tout fier. Que je me dis, j'ai fait mon job, j'ai formé quelqu'un et je lui ai permis d'obtenir un travail et il s'est accompli. Que quand il a réussi un concours pour être intégré à un institut géographique quelconque, on est bien d'accord. Donc l'objectif, c'est véritablement de leur permettre de travailler. Alors parallèlement, on a aussi, avec un certain nombre d'entreprises, on a mis en place des forums. Donc les chefs d'entreprise viennent sur nos campus plusieurs fois par an pour présenter leurs activités,
pour permettre aux étudiants de déposer par exemple des CV, des lettres de motivation. Il y a vraiment une sorte d'interaction qui est en train de se mettre en place et ça permet à nos étudiants véritablement non seulement de trouver des stages, mais certains de trouver aussi du travail directement. Et puis, ce que nous avons essayé de mettre en place et qui fonctionne relativement correctement, c'est ce que nous avons créé, que nous appelons la conférence des acteurs du développement universitaire et territorial, la CONADUT. Alors, de quoi s'agit-il? Nous sommes partis de l'idée que autour de l'université, nous devions fédérer tous ceux qui font le développement. Parce que nous partons du principe que l'universitaire n'est pas seulement un enseignant, n'est pas seulement un chercheur, mais il doit aussi participer au développement de son territoire, ce qui pendant longtemps il n'a pas fait. Donc nous pensons que l'universitaire doit retrouver ses lettres de noblesse, faire de l'enseignement, faire de la recherche, mais participer aussi activement au développement de son territoire. Donc nous avons identifié 4 acteurs autour de l'université. Les collectivités, bien sûr, qui participent au développement, donc collectivités territoriales, les centres de recherche qui, par leurs travaux, initient aussi des dynamiques de développement, le rectorat, dans la mesure où là on veut faire le lien entre le lycée et l'université, et les entreprises privées qui, elles, bien évidemment, participent au quotidien au développement. Et donc, nous avons donc des réunions de cette conférence permet donc des séances de brainstorming, si vous voulez. Donc, on a autour de l'université plein de partenaires qui participent à nos travaux, donc des chefs d'entreprise, des gens du rectorat, etc. Et l'objectif, quel est-il? C'est de faire émerger la demande sociétale, c'est-à-dire, en clair, quels sont les besoins de la société martiniquaise en matière de formation et donc de développement. Ça a abouti à la formation du DUMAR, le diplôme universitaire de manager de rayon, avec par exemple l'entreprise Bernard Ayotte. Le groupe Bernard Ayotte nous a dit, écoutez, nous avons besoin de tant de managers de rayon et nous ne savons pas comment les former. Nous avons dit, nous, université, nous sommes capables de les former. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire avec nous? Oui. Donc on a mis en place un référentiel pédagogique. On a recherché les enseignants en interne, mais aussi à l'extérieur, parce que nous n'avions pas toutes les spécialités. Et on a donc mis en place une formation d'1 année de niveau bac. C'est une formation, comment dirais-je, en formation continue. Donc, on a mis le curseur à bac+3. Donc, ce sont des jeunes qui ont été recrutés niveau bac+2, qui ont suivi 1 année de formation pour obtenir un bac+3. Lors de la première session, sur les 20 jeunes qui ont suivi la formation, 16 ont obtenu leur diplôme et les 16 sont maintenant des employés du groupe Bernard Ayotte. La formation a tellement bien marché, au départ elle a été initiée en Martinique, que nous l'avons maintenant en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. En Guyane, nous avons démarré la première promotion donc cette année au mois de février et il y a 26 jeunes, je crois, qui ont été financés à la fois par le groupe Bernard Ayotte, mais aussi par le groupe OION, par le groupe des Pointes, par un groupe guyanais dont je n'ai pas retenu le nom, et qui, s'ils réussissent à ce diplôme, seront placés directement sur les 3 territoires dans ces sociétés. Et avec une élasticité qui vous permet d'arrêter lorsqu'il n'y aura plus de bien évidemment, et tout l'intérêt, si vous voulez, de ces formations, ce n'est pas du tout... Si vous voulez, à l'université, nous avons 2 types de formations. Les formations classiques et académiques, anglais, espagnol, géographie, mathématiques. Bon, ça, c'est du classique et de l'académique. C'est notre cœur de métier et nous continuerons à le faire. Mais parallèlement, nous avons la possibilité en formation continue de répondre véritablement à la demande du territoire. C'est-à-dire que lorsque les groupes que j'ai cités précédemment n'auront plus besoin de managers de rayon, nous arrêterons la formation et nous passerons à autre chose. Et actuellement, nous sommes en train de mettre en place pour la rentrée universitaire, avec le groupe Bernard Ayotte pour ne pas le nommer, mais pas seulement avec lui, mais aussi avec le groupe des Pointes, une formation d'informaticien d'entreprise. Donc nous avons des jeunes qui sont titulaires de master d'informatique et qui ne trouvent pas de travail. Et pourtant, ils ont un haut niveau de qualification, ils ont un bac+5 en informatique. Avec ces groupes, eux ont besoin d'informaticiens d'entreprise. Nous avons mis en place une formation d'1 année permettant à des jeunes titulaires du master d'informatique de suivre 1 année complémentaire à l'UAG, avec donc des enseignements qui sont en informatique, mais très peu, puisqu'ils ont déjà un très bon niveau, mais par contre avec une adaptation de leur formation au monde de l'entreprise, et tous les jeunes qui auront été retenus seront employés directement dans les différentes entreprises de ces groupes. Voilà. Donc si vous voulez, ça c'est du concret. Et plutôt que de... Et ce faisant, je ne veux critiquer personne, mais il y a beaucoup de personnes qui parlent du développement, qui parlent de trouver des solutions à l'emploi. Nous, à l'université, on n'en parle pas, on trouve des solutions. Alors, à chaque fois, ce sont 20 jeunes, 15 jeunes, mais moi, je pars du principe que c'est la somme des bonnes volontés qui finit par permettre de trouver des solutions idoines. Et c'est comme on dit en créole, c'est graine d'irique à plein sac. C'est la somme de ces
de ces petits groupes de jeunes qui finira bien par faire sortir en tous les cas qui enraye un petit peu le processus du chômage. Oui, on est Mais comment êtes-vous perçu dans cette tâche par ceux qui ne sont pas vos partisans? Est-ce qu'ils se laissent convaincre ou est-ce qu'ils restent irréductibles en disant que l'université doit être formatrice au point de vue théorique et abstrait, doit donner l'enseignement fondamental et ne pas donner... Écoutez, vous avez deux courants de pensée. Vous avez ceux qui, tout d'abord se disent de façon assez brutale, ils ne disent pas le président, ils vont dire d'ailleurs sa fâche nous embête parce qu'en réalité il aurait dû se concentrer sur ses missions premières et il n'a qu'à s'occuper de ses affaires. Donc il y a cette frange-là. Et puis il y a ceux, je dirais, là ce sont plutôt les collègues universitaires qui, oui, ne voient pas cela forcément d'un bon œil en se disant, enfin nous sommes des universitaires, nous n'avons pas à mettre le doigt dans un tel engrenage, ce n'est pas notre cœur de métier, ça c'est comment dirais-je, c'est la formation professionnelle. C'est la formation professionnelle, ça c'est pas à nous à le faire. Mais moi je crois au contraire que l'université pendant trop d'années est restée à l'écart de cela et que pendant trop d'années nous n'avons pas joué notre rôle. Et j'en veux pour preuve le fait que nous dépendions anciennement d'un directeur général de l'enseignement supérieur et maintenant nous dépendons du DGCIP, le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Plus que vos fonctions, voilà. Depuis la LRU, la loi de réforme, voilà. C'est ça, la réforme universitaire, vous devez également insérer professionnellement les formés. Vous savez commencer à être des enseignants, ensuite des chercheurs. Vous avez encadré les chercheurs, vous avez fait de la recherche et maintenant il faut faire les gens travailler. Tout à fait. En tous les cas, sur 87 universités, dans une trentaine de grandes écoles, quoi, ESSEC, HEC, etc., l'UAG, d'abord, avait été parmi les 14 nominés pour le fameux prix dont on a parlé tout à l'heure, et que pour la première fois de son histoire, il est né de ses 30 ans. 30 ans, parce que c'était un événement, vous avez obtenu ce cadeau. Tout à fait. Non, mais nous en sommes très fiers de ce prix parce que c'est non seulement pour les 30 ans une très belle reconnaissance, mais c'est aussi et surtout, je crois, comment dirais-je, la reconnaissance que le travail que nous avons initié ces derniers mois, ces dernières années n'a pas été vain. Et je crois que les étudiants commencent à prendre conscience que leur établissement a retrouvé, je dirais, une image relativement positive. C'est vrai que pendant très longtemps, l'UAG se résumait à un lieu où il y avait, on va dire familièrement, des petits cancans. Et, enfin, il y en a toujours, ceci dit, mais moins. Et puis un lieu où on entendait des copies ont été perdues ou des étudiants ont été agressés. Et c'est vrai que maintenant, l'image que l'on a Vous avez utilisé une formule, une sorte de club med, que vous étiez décrit comme une sorte de club med de l'université. Mais il y a eu malheureusement, et ça j'avoue qu'on l'avait assez mal vécu, il y avait eu une caricature dans le quotidien local disant que, bon, en gros, la caricature disait la chose suivante, si tu ne sais pas quoi faire, inscris-toi de toute façon à l'UAG. Bon, un peu, c'est un petit peu comme le club med. Peut-être même endroit, peut-être même. Non, oui, encore que la première année a toujours été rachmabab, a toujours été très dur. A toujours été très dur. Mais ce sont des images. Mais il y a un certain nombre de clichés qui nous collent encore à la peau, mais nous avons le sentiment d'avoir, en tout cas au cours de, j'arrive en fin de mandature là, mais nous avons véritablement le sentiment d'avoir quand même œuvré. Alors on aurait pu faire plus, hein. On peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, mais bon, la situation est ce qu'elle est, elle n'est pas toujours aisée, le management interne n'est pas toujours aisé parce que c'est un établissement qui part de loin, mais néanmoins on a quand même le sentiment d'avoir œuvré, d'avoir quand même certaines réalisations positives. Bon, parlons un petit peu de la réforme universitaire, de la fameuse loi qui a changé votre statut, qui a fait de vous une sorte de gros patron d'entreprise. Alors comment vous voyez ça? Est-ce que c'est une chose c'est peut-être elle qui vous permet de faire ce que vous faites là maintenant? C'est cette réforme qui nous permet de faire cela. Mais si vous voulez, c'est une réforme, bon, premièrement que nous n'avions pas forcément voulu parce que elle a été assez décriée par le monde universitaire. Ah oui, totalement décriée. Mais ce qui nous a posé véritablement problème, c'est qu'on ait voulu transformer l'université française en une université anglo-saxonne, en lui donnant, je dirais, un certain nombre de facilités. Et c'est heureux, hein, elle avait besoin de... L'idée est bonne, mais le problème, c'est sans transférer les moyens. Donc sans moyens. Quand vous êtes une université placée dans un bassin industriel avec des partenaires qui sont puissants économiquement, vous n'avez pas trop de difficultés. Mais quand vous vous situez dans une région qui économiquement est défavorisée sans véritablement, je dirais, des partenaires extrêmement riches,
vous avez toutes les peines du monde. Oui, parce que pour que nos auditeurs comprennent, il faut qu'ils sachent que l'université maintenant peut faire appel à des fondations, à des mécènes, bien sûr. À des mécènes, et que l'argent extérieur peut entrer. Il n'y a pas que... Quelle est la répartition entre les dotations globales qui sont faites? Pour l'instant, le ministère nous donne, si vous voulez, de quoi fonctionner. Mais il nous est, alors je n'ai pas de pourcentage particulier, mais il nous est très clairement fait comprendre que nous devons aller chercher des financements à l'extérieur, et particulièrement des financements privés. Donc à charge pour nous de développer des projets qui soient suffisamment intéressants et innovateurs pour attirer des partenaires. Alors, comme je le disais… Ce qui vous donne une certaine autorité. Ce qui donne une certaine autorité. Une autonomie. Ce qui donne une autonomie, ce qui donne une certaine marge de manœuvre et donc une latitude. Et puis beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir aussi, mais le problème c'est que le pouvoir, si vous voulez, est d'autant plus grand quand on a des partenaires qui économiquement tiennent la route et qui sont prêts à vous financer. Et puis qu'on réussisse. Et qu'on réussisse. Mais quand vous n'avez pas de partenaires ou très peu de partenaires et qu'en plus on est dans une situation de crise quand même relativement grave, c'est sûr que la situation est quand même beaucoup plus complexe. Le premier groupe que vous êtes allé vers lequel vous vous êtes présenté, quel a été votre discours? Comment vous avez expliqué ça? Parce que ça a été le groupe Bernard Ayotte, et ça a été vraiment au lendemain de la crise de 2009. L'objectif était d'expliquer à Bernard Ayotte en personne tout l'intérêt de la réforme, en tout cas sur ce plan-là, sur le plan, je dirais, de l'investissement privé, tout l'intérêt de la réforme pour nous, c'est-à-dire que nous avions besoin de financement pour aider des jeunes à évoluer. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup insisté sur le fait que après cette grande crise, il y avait tout intérêt à la fois pour le groupe Bernard Ayotte de nous accompagner, parce qu'en termes d'image, ils avaient besoin… Vous avez fait de la politique, Non, je ne sais pas si c'est de la politique, mais enfin j'ai été pragmatique. Oui. J'ai expliqué au PDG de l'entreprise qu'il avait tout intérêt à nous accompagner, parce qu'en termes d'image, ça ne pouvait être que positif pour lui. Et en même temps, c'était un très bon geste d'aider, je dirais, les étudiants qui demain potentiellement pourraient devenir ses collaborateurs. J'étais présent à l'annonce officielle, à la conférence de presse, et j'avais le sentiment que, à la fois Bernard Ayotte et vous étiez excessivement, je ne sais pas le mot, ému, ça va de soi, il y avait une émotion, mais transcendé par ce que vous faites. Parce que c'était un moment où vous étiez en train de vaincre tellement de traditions passéistes et de dogmes. C'était un moment un peu spécial. Un moment fort. C'était un moment fort dans la mesure où, pour la première fois, à l'UAG, des capitaux privés, donc je dirais, nous étaient donnés. Deuxièmement, ça intervient moins d'un an après la grève où beaucoup de choses ont été dites. C'est vrai que ça a été un moment assez poignant, mais je dois dire que ça n'a pas été, même en interne à l'UAG, ça n'a pas été forcément simple de faire comprendre. Je vois quelques visages et quelques noms dont je connais les écrits, mais qui n'en peuvent pas parler quand même. Ils vous ont donné votre chance et vous n'avez pas été lapidé. Non, tout à fait. Nous n'avons pas été lapidés dans la mesure où certaines personnes ont bien compris que c'était aussi un biais pour aider les étudiants. L'objectif n'était pas, parce que si vous voulez, pendant longtemps, en tout cas pendant quelques mois, certains ont laissé croire que je faisais cela pour me placer, etc. Bon. Moi, je n'avais aucun intérêt à me placer. Je n'émarge absolument pas, je dirais, sur les cahiers du groupe Bernard Ayotte. L'objectif, c'était uniquement d'aider les étudiants. On a des étudiants qui, chaque année, ont toutes les peines du monde à trouver des stages, qui chaque année ont du mal à trouver du travail ou qui ont du mal à aller faire des stages à l'étranger. Et donc, à travers la Fondation, nous avons mis en œuvre un certain nombre de processus permettant à ces étudiants soit d'obtenir des billets d'avion gratuitement, soit d'intégrer plus facilement telle ou telle entreprise. Enfin, l'objectif, c'est uniquement d'aider l'étudiant. Et vous expliquez que ces entreprises ont des réseaux qui vous profitent indirectement, puisque bien sûr. Vous avez eu de contact avec l'université de Rabat au Maroc, je crois, pour une formation. Bien sûr, mais nous avons aussi des partenariats qui nous sont demandés grâce à ça, en se référant au travail que vous avez fait. Par exemple, nous avons été approchés récemment par des universités canadiennes qui avaient appris que nous avions ce partenariat avec le groupe Bernard Ayotte et qui elles-mêmes étaient intéressées par par ce groupe et donc qui nous ont approchés. Oui. De toute façon, si vous voulez, il y a toujours un effet boule de neige qui se met en place. Et puis, il faut le dire aussi, nous avons des entreprises de la place qui jusqu'alors nous snobaient allègrement et qui, ayant appris que le groupe Ayotte s'est rapproché de l'UAG, se sont rapprochés à leur tour de nous. Alors également en Guadeloupe?
Alors en Guadeloupe, en fait la fondation elle est à l'échelle des 3 territoires, hein. Mais en Guadeloupe nous avons alors non pas mis en place des fondations, mais en Guadeloupe nous avons signé un certain nombre d'accords phares avec des entreprises quand même qui ont du poids. Le groupe Blandin en Guadeloupe qui a quand même beaucoup aidé certains étudiants et particulièrement des étudiants en sciences. La CMA-CGM en Guadeloupe. Qui nous apporte aussi une forte assistance, l'AFD, l'Agence française de développement, Orange Caraïbes qui accueille de nombreux étudiants en sciences, particulièrement pour tout ce qui est télécommunications. Alors vous expliquez que vous allez voir ces gens et vous leur dites, nous avons la capacité de former ces gens, aidez-nous à les former pour qu'ils travaillent pour vous. C'est exactement ça. Vous utilisez la formule, c'est du gagnant-gagnant. Ah, c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que... Et ils jouent le jeu. Ah, ils jouent le jeu parce qu'ils se rendent compte en fait que pendant longtemps, ces groupes avaient du mal à trouver sur place donc des techniciens ou des cadres et ils allaient comment dirais-je, les débaucher ailleurs. Et moi, je pars du principe, je me dis, et c'est le discours que je leur tiens, c'est un discours véritablement de vérité, je leur dis, après ce qui s'est passé en 2009, on ne peut plus se permettre d'ignorer, je dirais, les jeunes qui sont formés sur place. Donc, on peut toujours se voiler la face en se disant il n'y a pas de compétences locales, mais néanmoins, vous avez une université de proximité qui forme jusqu'au doctorat des jeunes qui sont donc brillants dans tous les domaines. Donc, soit vous les ignorez, vous continuez à le faire et auquel cas vous en assumerez les conséquences le moment venu, parce que ça finira par se savoir, soit vous jouez le jeu et donc nous formons des jeunes. Nous mettons leurs compétences à votre disposition, à charge pour vous, de leur donner des stages dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de les embaucher. Et partant de ce principe, c'est vraiment le principe du gagnant-gagnant. L'université, elle a tout à gagner parce qu'elle insère professionnellement ses jeunes. Et vous avez tout à gagner parce que vous avez non seulement des jeunes convenablement formés, mais en plus vous avez des jeunes qui sont issus du territoire, donc qui connaissent les réalités locales. Et on ne pourra pas justement vous faire le reproche de n'embaucher que des personnes qui viennent d'ailleurs. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et sur cette base, nous arrivons à... L'exemple amusant que vous avez donné, c'est un nouveau jeune qui a fait une thèse de mathématiques sur le transport ou des containers et que vous avez trouvé la possibilité de l'embaucher au sein d'une entreprise dont c'est l'activité. Tout à fait, c'est-à-dire que nous avons le port autonome de Guadeloupe qui avait une problématique. Ils avaient du mal en tout cas à gérer les conteneurs, le déplacement des conteneurs sur le port. Et nous, ils sont venus nous voir en nous disant, écoutez, on a une problématique, est-ce que vous êtes capable de la résoudre? On dit, écoutez, on a un département de mathématiques, on a un laboratoire en mathématiques. On les a mis en contact avec eux. Il y a un jeune qui a fait sa thèse sur la problématique, sur la question, et qui a développé donc une équation qui permet maintenant au port autonome de déplacer, c'est ce qu'on appelle en mathématiques l'optimisation, donc qui permet d'optimiser le déplacement des containers sur le port. Voilà. Et solution qui est exportable. Ah oui, solution qui est exportable, bien évidemment. C'est pas propre au port autonome. Non, c'est une équation qui maintenant est une équation qui va être connue à l'échelle mondiale, puisqu'il y a même eu des publications scientifiques sur le sujet, ce qu'on appelle des publications de rang A, donc de niveau international. Et donc cette équation pourra être utilisée après par toute société qui le souhaite. Vous allez vous représenter puisque vous sortez de mandat dans les Alors, c'est la question que tout le monde me pose. Bon, honnêtement, et pour être tout à fait franc, je n'ai pas encore pris ma décision, mais je crois que le plus important pour l'instant pour moi, c'est véritablement d'aller au bout de la logique, c'est-à-dire d'aller au bout de mon mandat et de mener à bien tous les projets que j'ai encore. Enfin, j'ai encore quelques projets qui n'ont pas totalement abouti. Donc, pour moi, l'objectif, c'est vraiment de mettre un terme définitif à tous ces projets, donc de façon à partir la tête haute. Et si vraiment le besoin s'en faisait sentir, je me représenterai. Mais en tout cas, ça ne fait pas partie de... on va dire que pour l'instant, c'est peut-être pas ce à quoi je pense le plus. Non, je pense véritablement en ce moment à boucler vraiment les dossiers de façon à laisser un établissement que je me représente ou pas, mais dans la mesure où je ne me représenterai pas, que cet établissement soit, comment dirais-je, que l'on conserve l'image d'un président qui a quand même travaillé pour son établissement et qui a essayé de mener jusqu'au bout, de mener à terme les dossiers les plus importants et les plus structurants pour cet établissement. C'est une très bonne chute pour qu'on termine l'émission. Ça y est, on a passé 1 heure. C'est aussi rapide que vos heures de cours, je suppose. Tout à fait. Dans tous les cas, Monsieur le Président, je vous remercie et j'espère que vous servirez de modèle pour les parents et pour les jeunes qui peut-être nous ont écouté quelques minutes. Merci. Encore qu'on n'a pas parlé d'eux, mais on a eu beaucoup de choses à dire de cette jeunesse. Bon, vous faites l'essentiel pour eux, en dépit de leurs défauts. Et puis, grâce à leur qualité, ils en ont quand même. Voilà. Merci Bonsoir beaucoup. Mes amis. Et à la semaine prochaine avec, c'est ma formule habituelle, avec quelqu'un d'aussi intéressant que Monsieur le Président, Pascal Safache. Bonsoir. Merci.
Merci.